Les coups de feu viennent de l'intérieur du bâtiment. Les coups de feu viennent de l'intérieur du Bataclan. Ici, l'une des sorties de secours. Ces spectateurs réussissent à fuir. À l'intérieur, face aux terroristes, 1500 personnes. Un homme boite, touché au pied. Sur la façade, 2 silhouettes, dont une femme suspendue dans le vide. Elle tente de s'échapper par la fenêtre. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Le vidéaste, un journaliste, peine à réaliser. Les tirs continuent. Des scènes de guerre comme celle-ci, il y en a eu un peu partout dans Paris hier soir. 128 morts au moins, 250 blessés et 6 attaques simultanées en pleine soirée contre des lieux très fréquentés. Des lieux de vie. 21h20, au Stade de France, en plein match de football. Une détonation aux abords du stade. Personne n'imagine alors que 3 kamikazes viennent de faire sauter leur ceinture explosive et qu'au même moment, d'autres assaillants passent à l'action. Au Bataclan, la salle est pleine pour un concert. 4 terroristes ouvrent le feu. Les témoins racontent. On s'est retourné et on a vu moi j'ai vu 2 jeunes en tous les cas qui avaient des mitraillettes et qui tiraient dans la foule. Ils ont tué. J'étais entourée de morts. Et déjà les secours sont appelés ailleurs. À 1 kilomètre du Bataclan, le restaurant Le Petit Cambodge. Sur la terrasse bondée, une autre fusillade. 12 morts au moins. Dans l'arrondissement voisin, est-ce le même commando qui tue 19 personnes devant une brasserie rue de Charonne? Depuis ce véhicule, le conducteur entend les rafales. Ça tire, hein. Ça va peut-être pas venir. Ça tire, gros. Ça tire, recule. Recule, gros, ça tire. Les passants sont visés. La conductrice de cette voiture a croisé les assaillants. Elle témoigne. Au carrefour de la rue Charonne. Donc c'est à ce moment-là qu'il nous a vus. Il s'est retourné et toutes les 4, on a vu son fusil. C'était un Kalachnikov, il a commencé à nous tirer dessus. Donc c'est horrible à ce moment où tu le vois et il te regarde et tu sais qu'il va te tirer dessus. Et c'est à ce moment-là j'ai accéléré, on s'est baissé. Après il m'a dit je suis blessée à la tête. Quand on est parti, elle avait encore la balle dans la tête. Toutes les 4 on est sauf. Ce que j'ai vu c'est son regard et son regard c'était clair, il voulait nous tuer. J'ai accéléré très vite pour sortir de sa ligne de tir. Et l'attaque continue. 21h30, cette fois une pizzeria est prise pour cible. Il y a 5 morts au moins. Au Bataclan, les policiers d'élite prennent position. Des spectateurs sont bloqués à l'intérieur de la salle avec les tireurs. Sur les réseaux sociaux, certains appellent à l'aide. Je suis en abattre tout le monde, un par un. Minuit à l'Élysée, François Hollande décrète l'état d'urgence. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. L'assaut est lancé une demi-heure plus tard par les policiers. 3 des 4 terroristes se font exploser. Le 4e est tué par les troupes d'élite. L'un des assaillants est identifié. C'est un Français fiché pour ses liens avec les islamistes radicaux. La France vient de vivre l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire.
Voilà, et plusieurs rassemblements ont lieu en ce moment à Paris et dans plusieurs grandes villes, mais des rassemblements qui sont souvent écourtés par la police en raison, bien sûr, des risques d'attentats. Anne-Charlotte Tinet, on va vous retrouver aux abords du Bataclan où au moins 82 personnes ont perdu la vie hier soir. Est-ce que des Parisiens sont venus, Anne-Charlotte, se recueillir près des lieux du drame ? Oui, absolument. En fait, toute la journée, ce boulevard Voltaire, qui était quasiment désert ce matin à 6 h quand nous sommes arrivés, eh bien, au fur et à mesure de la journée, il s'est rempli. Beaucoup d'habitants du quartier qui avaient besoin de descendre, de voir le Bataclan, ce boulevard Voltaire qui a été hier le théâtre d'une scène absolument effroyable, un boulevard qui ressemblait à une zone de guerre. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes sont venues témoigner leur émotion, leur solidarité avec les victimes, des habitants du quartier qui avaient besoin tout simplement de voir les lieux pour y croire. Beaucoup d'entre eux nous ont confié être choqués, ne plus savoir quoi penser, quoi faire. Ils nous l'ont dit, des attentats kamikazes au centre de Paris, dans un établissement comme le Bataclan, au cœur de leur quartier, un quartier populaire, animé, où les gens avaient pour habitude de sortir, de faire la fête. Eh bien, ce soir, il est totalement endeuillé par ce terrible attentat qui s'est passé juste derrière moi à 100 mètres d'ici. Merci beaucoup à Anne-Charlotte Tinet en direct donc, du Bataclan, le principal site visé hier par ces attaques. On va aller sur un autre site, autre lieu, autre drame encore hier soir, la rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris où au moins 19 personnes ont perdu la vie. Arnaud Comte, vous êtes sur place. Est-ce que là aussi des habitants sont revenus toute la journée sur les lieux ? Oui, effectivement, Jean-Baptiste. Et puis, vous le voyez derrière moi, ils sont toujours là, ces habitants. Des dizaines, voire même des centaines de personnes affluent depuis cet après-midi, depuis que cette rue de Charonne a rouvert à la circulation. Il y a beaucoup d'émotions. Ce qui frappe ici, c'est le silence de ces habitants qui restent comme hébétés en regardant cette devanture de ce restaurant où étaient attablées des dizaines de personnes et où ont surgi hier soir les terroristes qui ont rafalé avec des kalachnikovs. Il y a au moins 19 victimes, vous le disiez. Et puis ce qui frappe, il y a des images symboliques qui marquent les esprits et qui resteront dans les esprits. Des roses ont été accrochées aux impacts des balles. On ne distingue pas d'ici avec des mots. Au nom de quoi? Voilà, c'est ce que les gens ressentent ici. Alors on a vu des gens qui n'avaient pas de connaissances, qui ont péri ici, mais d'autres qui apprenaient, notamment par les réseaux sociaux, qu'un proche était attablé à ce bar et venait de perdre la vie ou avait perdu la vie, était mort sur le coup. Il venait d'apprendre la nouvelle et il venait ici se recueillir, déposer une bougie, sans bien réaliser ce qui s'était passé hier soir. Merci beaucoup à Arnaud Comte. Alors on va évidemment faire un point sur l'enquête dans un instant. Je vous rappelle qu'on attend d'une minute à l'autre la conférence de presse du procureur de Paris, François Molins, qui doit donner les dernières informations sur cette enquête qui se précipite. Une enquête qui visiblement ne concerne pas que le territoire français. Valérie Lerouge, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Vous êtes notre correspondant en Belgique car on apprend que plusieurs personnes au moins ont été arrêtées dans la capitale belge et ça a un lien ou plusieurs liens peut-être avec ces attentats de Paris. Oui, bonsoir. Le ministre de la Justice parle de plusieurs arrestations, 3 a priori, dans le quartier de Molenbeek. C'est un quartier populaire à l'ouest de Bruxelles, bien connu des services de l'antiterrorisme ici, car il y a déjà eu plusieurs arrestations et démantèlements de réseaux djihadistes par le passé. Alors l'opération a commencé à 16 h précisément. La police et le service de déminage ont bouclé le quartier. Un homme a tenté de fuir en courant vers une station de métro avant d'être arrêté brusquement. Alors c'est une voiture qui a amené les policiers jusque dans ce quartier, une Polo grise qui a été repérée hier sur l'une des scènes des attentats, une voiture qui a été louée ici en Belgique par le frère d'un homme bien connu par le service de police et qui habite justement Molenbeek. Alors il ne faut pas pour autant en tirer de conclusions trop rapides, mais le procureur du roi va donner une conférence de presse simultanément à celle du procureur de la République de Paris et nous devons avoir davantage d'informations et de détails. Et on suivra ça avec vous, Valérie Lerouge, notamment dans le journal de 20 h, émission spéciale donc avec Laurent Delahousse et tous ses invités tout à l'heure. On va retrouver de nouveau Anne-Charlotte Tinet au Bataclan parce qu'effectivement, on sent que l'émotion des Parisiens et de tous les Français est en train évidemment de monter ce soir après le drame de la nuit dernière. Alors, que va-t-il se passer dans les heures qui viennent? Est-ce que d'autres rassemblements sont prévus par exemple? Alors ici, on n'a pas forcément connaissance d'autres rassemblements qui seraient prévus autour dans le quartier. C'est vrai que les gens ont une attitude assez spontanée, c'est-à-dire qu'ils viennent ici de mots d'ordre, mais tout simplement
Parisiens qui souffrent en ce moment. C'est plutôt des rassemblements spontanés auxquels on va avoir droit. Pour l'instant, on n'a pas eu d'informations sur un éventuel rassemblement officiel qui sera organisé ici au Pays. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Alors on voit ces attentats de Paris qui interviennent seulement 6 mois après les attaques de Charlie Hebdo et du supermarché de l'Hypercacher. Alors pour ces dizaines de blessés, pour le coup, c'est simples témoins de la tuerie de ces tueries et qu'il va falloir vivre ensuite avec ce drame, avec ce qu'ils ont vu. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour tous les témoins de Charlie Hebdo il y a 10 mois. Une équipe de complément d'enquête a donc suivi de nouveau ces acteurs de Charlie Hebdo plusieurs mois après le drame. Les survivants de Charlie, c'est un sujet de Zoé de Bussière, Irène Bénéfice, Olivier Gardette et Max Pacqueroux. Depuis le 7 janvier, allons travailler. Il est devenu l'urgentiste le plus célèbre du pays. Pour la France entière, Patrick Peloux, c'est le survivant inconsolable. Le chroniqueur de Charlie qui a découvert les corps de ses amis quelques minutes après la fusillade. Et où il a repris le travail une semaine seulement après les avoir enterrés. Voilà, et priorité au direct, on retrouvera ce sujet dans un instant, mais tout de suite direction le palais de justice de Paris, puisque le procureur François Molins prend la parole. C'est bon ? Je voudrais d'abord vous indiquer que ce point presse plus précisément cette déclaration accompagné de Frédéric Beau, qui est directeur central adjoint de la police judiciaire, et de Christian Sanne, qui est directeur de la police judiciaire de Paris. Mesdames, Messieurs, la lutte contre le terrorisme est une préoccupation de tous les instants pour chacun. L'autorité judiciaire en lien constant avec l'ensemble des services de renseignement et de police judiciaire concernés, la direction générale de la sécurité intérieure, la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire et la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris sont tous ces services entièrement mobilisés depuis des mois au service des citoyens. Je voudrais d'abord avoir une pensée forte et très émue envers les victimes décédées, les victimes blessées et envers l'ensemble de leurs proches et leur adresser un message de sympathie pour leur souffrance. À l'heure où je vous parle, nous déplorons sur les différents sites des attentats la mort de 129 personnes, bilan malheureusement provisoire et évolutif, compte tenu du nombre de blessés qui se trouvent toujours dans des états d'urgence. Outre ces décès, le bilan des personnes blessées s'établit à l'instant comme suit: 352 personnes blessées, dont au moins 99 en état d'urgence absolue. 7 terroristes sont morts au cours de leur action criminelle. Les attentats terroristes que nous redoutions tous et que nous évoquions en termes de risque chaque fois que nous parlions de l'état de la menace, ces attentats terroristes ont donc frappé le centre français hier soir. Face à l'atrocité des actes commis, notre combat dans la lutte contre le terrorisme est plus que jamais déterminé. J'ai pour ma part, au sein du parquet de Paris, dès 22h hier soir, activé le dispositif de cellule de crise du parquet de Paris qui permet de mobiliser non seulement les effectifs de magistrats et de greffiers de la section antiterroriste, mais aussi l'ensemble des magistrats du parquet de Paris, afin d'être présents sur les différentes scènes de crime et de pouvoir coordonner l'ensemble des investigations. C'est ainsi que 22 magistrats du parquet, assistés par 4 greffiers, ont pu rejoindre dès hier soir la cellule de crise du parquet. J'ai ouvert, comme je l'ai indiqué hier aux journalistes, une enquête en flagrance des chefs d'assassinat en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels, de nature à commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Enquête que nous avons confiée conjointement à la direction centrale de la police judiciaire, permettant ainsi de mobiliser l'ensemble des autorités de police judiciaire de ces directions sur le territoire français et à la DGSI, qui est aussi à la section la sous-direction antiterroriste de la DCPJ a été décidée pour le service coordinateur
calibre, notamment de calibre 7,62 mm. À 7 heures, le bilan sur cette scène de crime s'établit à 15 personnes décédées et à 10 victimes en état d'urgence absolue. Troisième épisode à 21h30. Une deuxième explosion a retenti porte H du Stade de France, toujours rue Rimet à Saint-Denis. Sur place était découvert le corps d'un kamikaze, un second kamikaze dont le porte identique à celui du premier kamikaze de la porte 21h30. À l'angle de la rue Fontaine-au-Roi et de la rue Faubourg-du-Temple dans le 11e arrondissement, une nouvelle fusillade devant le bar à la Baudrière a entraîné la mort de 5 personnes et l'évacuation de 8 personnes blessées en urgence absolue. Selon les premiers témoignages, les auteurs des tirs se trouvaient à bord d'un véhicule également de couleur noire et de marque Seat. Sur place était découvert là encore une centaine de billes de différents calibres et notamment 7,62 mm. À 21h36, au 92 rue de Charonne, au restaurant La Belle Équipe, de nouveaux tirs de fusil d'assaut ont causé la mort de 19 personnes qui étaient attablées en terrasse de l'établissement, causées par des individus arrivés là encore à bord d'une Seat de couleur noire. 9 personnes se trouvent toujours en état d'urgence absolue et sur place là encore était découvert une centaine de billes de différents calibres, notamment 7,62. Aux alentours de 21h40, 253 boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, à l'intérieur de la station de boulevard Voltaire, un kamikaze se donnait la mort à son tour et a été trouvé porteur d'un dispositif explosif identique aux deux premiers kamikazes du Stade de France. Une personne présente dans l'établissement a été grièvement blessée. À 21h40, un véhicule polo de couleur noire se stationne devant le salle de spectacle de Bataclan, 50 boulevard Voltaire. 3 individus porteurs d'armes de percussion ont fait violemment la salle, tiré en rafale. En fait, le chef devant la police de l'orchestre qui explique les terroristes lors des pourparlers ont évoqué la Syrie et l'Irak. Lors de l'assaut donné vers 0h20 par la PRI et le REF, l'hôtel de l'Europe spécialement hommage, 3 terroristes ont trouvé la mort, le premier tué par les services de l'ordre et l'explosion du dispositif explosif transporté, tandis que les deux autres, chacun, ont actionné une ceinture explosive portée dont ont actionné le des forces de l'ordre. Alors que je vous parle, on décompte 4 malades décédés et de très nombreux blessés. Je ne peux à ce stade être plus précis sur le déroulé exact de ces crimes terroristes. C'est pour ça que je vous ai donné une version minutée par ordre de temps et de déroulement sans me prononcer sur le regroupement des différentes équipes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Je ne peux donc être à ce stade plus précis sur ce déroulement et le déroulement exact de ces crimes terroristes et de violence de la configuration des lieux et de l'importance des opérations techniques et médico-légales qui vont devoir être effectuées dans les prochains jours. Enfin, à 21h53, à 400 mètres environ du Stade de France, rue de la Coquerie, une troisième explosion est survenue. Là aussi, le corps d'un kamikaze était découvert. Voilà donc le déroulé des actes terroristes commis hier dans la soirée à Paris et à Saint-Denis, tel qu'il résulte après moins de 24 heures d'enquête. On peut à ce stade des investigations dire que très vraisemblablement, ce sont 3 équipes de terroristes coordonnées qui sont à l'origine de cette barbarie. L'enquête va donc s'attacher à déterminer les auteurs, leurs complices, les commanditaires, leur parcours et les financements de ces opérations. Je peux d'ores et déjà ce soir vous indiquer les premières avancées de ces investigations au regard d'une part des multiples actes d'enquête réalisés par l'ensemble des services de police que j'ai saisis et dont je tiens ici encore à souligner le plein investissement et le grand professionnalisme, et au regard d'autre part de la coopération internationale que nous avons engagée avec nos indispensables interlocuteurs étrangers dans notre lutte contre le terrorisme. Sur les avancées de ces investigations, et notamment l'identification des terroristes, je peux donner les éléments suivants. À ce stade, un terroriste, auteur de la prise d'otage au Bataclan,
a été formellement identifié après relevé de l'enquête capillaire. C'est perfectionné, donc on a retrouvé. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 en Couronne, en Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun, puisque son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations de 2004 et 2010 pour des infractions de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'a jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S de radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Par ailleurs, à propos de la société de sport de kamikaze qui s'était exposée à la a été découvert un passeport syrien au nom d'un individu né en septembre 1990 en Syrie. Je vous précise que cet individu n'est pas connu des services de renseignement français. Sur la logistique et le mode opératoire utilisé, sous réserve des investigations et expertises complémentaires, il apparaît que les 7 terroristes ont tous fait usage d'armes de guerre Kalachnikov. Il y a des marques différentes, on va présumer que ce sont des fusils d'assaut Kalachnikov, calibre 7,62, et surtout des dispositifs explosifs absolument identiques, visant à faire le maximum de victimes en se donnant la mort. On retrouve en effet sur chacun des terroristes, sur chacun d'eux, un gilet d'explosifs portant un explosif primaire, très volatile, constitué de peroxyde d'azote, et un dispositif constitué de piles, des même détonateur, de boutons poussoirs, et pour les kamikazes, des boulons. S'agissant des véhicules similaires lors de la commission de cette affaire, les témoignages ou l'exploitation vidéo parisienne permettent de cibler un véhicule Seat de couleur noire et un véhicule Polo, lui aussi de couleur noire, immatriculé en Belgique. Nous savons que ce véhicule a été loué par un individu de nationalité française résident en Belgique. Cet individu a fait ce matin l'objet d'un contrôle routier à la frontière belge, ce matin même, à bord d'un autre véhicule qui n'était donc ni le véhicule Seat ni la Polo, un troisième véhicule, dans lequel se trouvaient également 2 autres personnes, elles aussi résidant dans la région de Bruxelles. Je veux souligner à ce point et à ce stade l'excellence de la qualité et de l'efficacité de la coopération policière et judiciaire entre la France et la Belgique. Nous avons été amenés au niveau du parquet de Paris à saisir dès la nuit dernière le parquet fédéral belge, donc le parquet fédéral antiterroriste belge, de 4 demandes d'entraide pénale internationale et en particulier une demande d'entraide pénale à viser ce véhicule Polo retrouvé devant le Bataclan, donc loué par ce véhicule, par cet individu dont on trouve la trace dans ce véhicule contrôlé près de la frontière. Le parquet fédéral belge, et c'est important, a par ailleurs ouvert une enquête spécifique confiée à un juge d'instruction antiterroriste bruxellois, et les autorités judiciaires belges, je vous renvoie en ce sens à un communiqué de presse qui a été diffusé il y a quelques instants par Frédéric Vandeleu, le procureur fédéral de Belgique. Le parquet fédéral belge nous a annoncé que l'interpellation des 3 individus qui avaient été interpellés ce matin, interpellation sur laquelle je ne souhaite pas à ce stade m'exprimer davantage, pour préserver les opérations de perquisition qui sont en cours, qui sont en train d'être effectuées en Belgique. J'ajouterai en ce qui concerne ces 3 individus, je vous ai dit qu'ils résidaient en Belgique, j'ajouterai qu'il s'agit d'individus qui ne sont pas connus des services de renseignement français. Sur les commanditaires, l'organisation et le financement de ces actes terroristes, vous savez que ces attentats ont été revendiqués ce jour par différentes vidéos, une vidéo, un communiqué écrit, puis un montage sonore pour le compte de Daesh, donc l'organisation terroriste État islamique. Ces revendications font bien sûr toutes l'objet d'investigations de la part des services spécialisés. Je terminerai en exprimant à nouveau toute ma compassion aux victimes et à leurs proches et je profite de votre présence et à tous la couverture médiatique pour rappeler que le dispositif spécifique est mis en place à l'intention de tous les membres des familles de victimes, tous les proches, tous les alliés qui cherchaient à avoir des informations. Un numéro de téléphone est mis à la disposition des citoyens pour toute information qui concerne les victimes ou pour des personnes pour lesquelles on resterait sans nouvelles. Ce numéro est le 0800 40 65 05, je répète, 0800 40 65 05. Je vous remercie de votre attention.
neutralisation, on va dire, de ces différentes équipes de terroristes. Le procureur a parlé de 3 équipes. Oui, c'est le point que je relève et qui est très nouveau pour nous, parce qu'en fait, on avait du mal à comprendre comment s'organisait, si vous voulez, tout le circuit de ces terroristes. Et alors là, le procureur a été très clair. Il parle de 3 équipes. Alors, on comprend bien qu'une équipe a été neutralisée, une équipe de kamikazes a été neutralisée au Bataclan, une autre s'est neutralisée, toujours des kamikazes, à Saint-Denis. Donc, la 3e équipe, où est-elle? Alors, soit elle est encore en fuite, mais vous avez entendu le procureur, il évoque une voiture qui a servi à commettre cet attentat, une Polo. Cette Polo a été louée par un Belge. Ce Belge a été interpellé dans la matinée au cours d'un contrôle routier à la frontière en compagnie de 3 individus. Alors la question se pose, le procureur n'a pas fait le lien, mais la question se pose, est-ce que ce n'est pas cette 3e équipe? Le procureur a voulu rester quand même assez fou là-dessus parce que je compris que les investigations sont poursuivies en Belgique, mais effectivement, cette 3e équipe est neutralisée, à moins qu'elle soit encore dans la nature, ce qui explique les mesures de sécurité qui sont prises actuellement. On en sait un petit peu plus aussi sur le profil et l'identité de certains des terroristes et des kamikazes, notamment l'un de ceux qui a été identifié au Bataclan, 30 ans, qui avait donc été fiché, qui possédait une jeunesse de terroristes qui était connu et qui a eu plusieurs arrestations. Oui, un homme d'une 30aine d'années, alors connu du droit commun, 8 condamnations, jamais de prison. En 2010, il fait quand même l'objet d'une fiche S. Mes contacts me disaient qu'effectivement, il s'était radicalisé. Et donc, il a ensuite disparu dans la nature et on le retrouve là, effectivement, sur cet attentat. Et puis ce passeport syrien qu'on aurait retrouvé. En effet, un passeport syrien. Alors, les policiers français ont essayé de comprendre, puisqu'ils ont l'identité, puisque sur le passeport syrien, on retrouve l'identité du kamikaze, enfin, en tout cas, de ce passeport, voilà, ce qui est supposé. Et donc, les policiers français ont demandé à leurs homologues européens s'ils connaissaient, et les policiers belges ont signalé qu'effectivement, ils connaissaient un homme de ce nom qui serait passé de la Syrie à la Grèce, de la Grèce à un autre pays européen et apparemment à la France. Merci beaucoup, Audrey Gautard. On vous retrouve. Mm-hmm.